Donc j'accueille maintenant Sébastien Bizet qui nous vient de Belgique, qui est docteur en histoire de l'art, musicien, zytologue et qui est membre de l'association SIC, une plateforme éditoriale établie à Bruxelles, cofondateur de Minoad, qui fait des concerts, des performances, des micro-labels. Et il coordonne actuellement Archipel, qui est un projet conçu par la médiathèque de Belgique, qui est à la fois une collection permanente, donc il a un rôle de curateur. Et il va nous parler de carnaval, anomie et éthique des musiques bruitistes. Voilà, Merci. merci. Bon, ce sera la dernière intervention. Merci de votre attention avant de vous restaurer. Je vais essayer de ne pas être trop long. Je n'ai pas trop regardé où on en était dans le programme, mais bon. Alors, d'accord. Alors, je me suis demandé par quel angle d'approche j'allais pouvoir encore rapprocher ce concept de bruit dans le cadre de ce colloque. Et j'ai souhaité pour une fois ne pas inscrire cette approche dans l'idiome de l'avant-garde, donc dans son langage, dans son mode de pensée, ni dans le conceptualisme propre à une grande part des arts sonores, pour plutôt privilégier un angle socio-anthropologique, ou plutôt que de partir des musiques savantes et populaires, mon ancrage serait plutôt folklorique. Et c'est un folklore qui m'est cher, hein, comme on l'a dit, je viens de Belgique, et en Belgique, on aime beaucoup les bons plaisirs de chez nous. Il y a d'abord la bière, je pourrais en parler pendant des heures dans un élan zytophilique, comme l'a dit monsieur. Mais il y a aussi chez nous, dans les régions d'où je viens, dans le Hainaut, des moments où la bière sert une cause qui est hors d'elle-même, une sorte d'ivresse, une nièce populaire qui se cristallise dans des fêtes qui vont rythmer, ponctuer l'année, et dont la plus significative est certainement le carnaval. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce folklore belge, ce folklore ennuyé, carnaval de Binche notamment. Mais ce carnaval revêt chez nous différentes formes, vraiment selon les régions, les provinces, les villages. Mais toujours, il me semble sous-tendu par un désir, une intuition, un besoin, une expression fondamentale, consubstantielle au fait même de la fête. Alors ce désir, ce besoin, cette intuition, trouve à mon sens sa meilleure expression dans le bruit. Non pas que le bruit soit la condition au carnaval, mais la fête appelle le bruit, le réclame. Partout où la fête a lieu, où la fête fait lieu, il y a un bruit temporaire, il y a un désordre qui suspend temporairement pour un temps le cours des choses. Et ce temps de désordre, il me semble nécessaire à l'ordonnancement des choses. Il ponctue, je le disais, il rythme le cours des événements, il marque des étapes, il va signaler et célébrer les saisons. Parce que, effectivement, le carnaval est bien, a priori, un temps particulier. Dès la moitié du XVIe siècle, le terme carnaval désigne en fait la fête qui a lieu pendant la période de carnaval. Alors ça vient de l'italien carnevale ou carnevalo, avec pour origine carne levare, donc latin, donc carne viande et levare enlevé. Et donc le carnaval signifie littéralement l'entrée en carême. Je rappelle en effet que d'après le calendrier religieux, le carnaval débute à l'épiphanie, donc le 6 janvier, date qui marque la fin des fêtes de Noël, et s'arrête le mardi gras, veille du départ de la période de carême. Alors si c'est bien là l'origine du carnaval tel qu'on le connaît aujourd'hui, il faut bien sûr ancrer ce genre de festivité dans une histoire, dans des traditions beaucoup plus anciennes, de fêtes hivernales et printanières, et qu'on peut remonter d'ailleurs au Dionysie, au bacchanal ou au saturnal qui avaient lieu, selon les fêtes, soit, disons, aux alentours du solstice d'hiver, soit période plutôt mars. Et donc ce sont vraiment des fêtes qui célèbrent le renouveau. Alors, l'historien des religions Mircea Eliade a écrit à ce sujet, je le cite, « Toute nouvelle année est une reprise du temps à son commencement, c'est-à-dire une répétition de la cosmogonie. Les combats rituels entre deux groupes de figurants, la présence des morts, les saturnales et les orgies sont autant d'éléments qui dénotent qu'à la fin de l'année, dans l'attente du nouvel an, se répètent les moments mythiques du passage du chaos à la cosmogonie. » Alors, il écrit aussi que les peuples, je le cite toujours, ont cette manière profonde, ont d'une manière profonde le besoin de se régénérer périodiquement en abolissant le temps écoulé et en réactualisant la cosmogonie. Alors dans son essai Le sacré et le profane, il écrit encore que l'abolition du temps profane écoulé s'effectuait au moyen de rites qui signifiaient une sorte de fin du monde. L'extinction des feux, le retour des âmes des morts, la confusion sociale du type des saturnales, la licence érotique, les orgies, symbolisaient la régression du cosmos dans le chaos. Donc le carnaval est une nécessité fondamentale pour l'humain.
Il n'a rien de futile, contrairement à ce que l'on pourrait croire a priori. Et si les travestissements, ah voilà, bon, j'avais une image de bacchanal ici. Donc les bacchanales sont des festivités dionysiaques qui ont été introduites vers 300 avant Jésus-Christ en Italie. Donc c'est une peinture forcément beaucoup plus tardive, mais qui donne bien le type, disons, d'ambiance de ce genre de festivité, où on le voit, on fait du bruit, de la musique, et puis une certaine liberté se laisse exprimer. Alors j'en reviens au travestissement en tout genre, au masque aussi. Tout cela est fondamental pour cette période de carnaval. Alors le masque permet de dissimuler les identités, et donc de se fondre dans une foule anonyme, une foule où les règles sont alors presque suspendues, hein, chacun est comme désinhibé, libre d'agir dans une sorte d'anomie généralisée. Mais le masque, donc ce qu'on voit ici, c'est toujours le carnaval de Binche, donc dans le Hainaut en Belgique. Le masque a une fonction beaucoup plus profonde, qu'on oublie généralement. C'est-à-dire que dans d'autres cultures, en prenant les caractéristiques des êtres surnaturels, les démons, les esprits des éléments de la nature, le masque a une fonction apotropaïque, à savoir qu'il conjure le mauvais sort, il détourne les influences maléfiques. Alors les masques ne sont pas les seuls à avoir cette fonction apotropaïque. Il en va de même du bruit. Dans le carnaval, le bruit a une fonction cathartique, donc de dépense, mais aussi une fonction apotropaïque. Dans ma région, le Hainaut, si le carnaval, dont j'ai montré quelques images, commence vers la mi-février, eh bien, les manifestations folkloriques démarrent déjà quelques mois auparavant, puisque toutes les sociétés de Gilles, donc les Gilles, hein, ce sont ces personnages que l'on voyait, sortent déjà en amont du carnaval, tôt le matin, dans la ville, avec leurs tambours. Donc c'est ce qu'on appelle les soumons. Les soumons en batterie et en musique. Les soumons sont donc l'amorce, l'annonce de ce festival et donc du temps nouveau. Alors les danseurs du renouveau que sont les Gilles et les soumons chassent par le bruit les mauvais esprits. C'est bien là la signification des soumons. On écarte la mauvaise saison, la maladie, la misère et la faim. Et donc la danse, son martèlement cadencé, les sabots, on va en voir après, le caractère rituel de la fête, tout ça célèbre et accueille dans la liesse le temps nouveau. Alors je disais, le carnaval archétype dans nos régions, c'est celui de Binche. Alors ici, on voit d'autres sociétés, donc ce sont ici les soumons, donc des sociétés de Gilles, mais avant le carnaval, qui sortent avec cet habit bleu et la batterie, donc un ensemble 7 ou 8 tambours. Et donc ça, c'est le costume du Gilles pendant les festivités. Et ce carnaval de Binche est fondamental pour la vie de la cité et la vie culturelle en Wallonie. C'est un patrimoine qui a été reconnu patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2003. Et donc on voit ici, à Binche, comme dans tous les carnavals de Wallonie, chaque société carnavalesque possède sa propre batterie, 7 ou 8 tambours, un joueur de caisse et un porteur de caisse. Alors toutes les batteries jouent plus ou moins le même air, mais à des façons différentes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que à Binche, le Gilles ne se déplace jamais sans un tambour. Si un Gilles veut aller vidanger les 10 litres de bière qu'il a bu depuis 4 heures du matin, un tambour doit toujours l'accompagner, systématiquement dans ses déplacements. Donc le tambour est vraiment un attribut du Gilles. Alors l'instrumentarium est assez élémentaire, donc c'est cette batterie, et un orchestre de cuivre, aussi un fifre. Mais pas seulement, puisque il faut aussi compter sur les grelots de l'apertintaille. L'apertintaille, c'est donc la ceinture du Gilles qu'on voit ici, et le grelot porté à la poitrine. Et puis, il y a aussi quelque chose de très important, c'est le sabot de bois, dans du bois de peuplier, garni d'accessoires de cuir, qui rappelle, disons, la tradition tout à fait populaire de ce genre de festivité. Alors, il faut bien vous rendre compte que ces sabots sur le pavé font un véritable bruit. Et donc, ces grelots, ces cloches, ces sabots, tout est là pour faire du carnaval un événement qui est sonore et bruitiste. Alors, sur le plan strictement sonore, l'importance de ces moments de ritualité, de sociabilité, n'ont pas échappé à certains field recordistes, hein, donc des praticiens de l'enregistrement de terrain, puisque nombreux sont ceux qui ont essayé de capter ce genre de moments, de festivités d'une certaine importance sociale, que ce soit les carnavals, les fêtes populaires ou religieuses. C'est le cas notamment de Steven Feld, qu'on connaît assez bien pour notamment ses soundwalks, donc ses promenades sonore dans la forêt tropicale, aussi sa captation de cérémonies de peuplade Kalouli en Papouasie-Nouvelle-Guinée, son travail aussi sur les cloches en Europe et ailleurs dans le monde, hein, réflexion sur aussi bien l'environnement sonore de nos régions,
mais aussi l'importance sociale de la cloche. Et alors, il s'est intéressé notamment au carnaval avec celui de Skyros en Grèce. C'est un document sonore et vidéo qui rend vraiment compte de l'importance et de la richesse tout à la fois esthétique, symbolique et sociale de l'environnement musical et bruitiste de ces festivités. Ce temps de fête, ce temps de célébration est, je l'ai dit, un moment fort dans la vie de la cité, et il peut être considéré, analysé par le prisme du bruit. C'est quelque chose que l'on retrouve assez justement représenté dans le combat de Carnaval et Carême peint par Peter Bruegel l'Ancien en 1559, puisque ce tableau, on le voit, illustre le combat de deux stratégies politiques fondamentales, de deux organisations culturelles et idéologiques antagoniques. En fait, on le voit, tout se passe dans une espèce de cercle avec au milieu ce puits central, et de part et d'autre, en bas, on voit deux processions qui se rencontrent, deux processions antagoniques, de rapport au monde. Donc ce sont deux formes de vie, deux rapports au monde qui se confrontent. Alors ça c'est intéressant, c'est un tableau qui a été analysé par Jacques Attali dans son ouvrage Bruit, un essai sur une économie politique de la musique. Et c'est un tableau qui offre un bon point de départ pour appréhender l'enjeu social, donc politique, du concept de bruit. Puisque par une sorte d'archéologie des sonorités et des marginalités, Bruegel établit une sorte de cartographie des différences et des bruits. Dans cet affrontement symbolique entre le carnaval d'une part et le carême d'autre part, entre la misère joyeuse, donc la foule populaire que l'on voit à gauche, et puis la puissance austère sur la droite, l'austérité, l'autorité de l'Église et ses bourgeois, donc entre d'une part le malheur détourné en fête et d'autre part la richesse maquillée en pénitence, eh bien, Bruegel ne donne pas seulement à voir, mais aussi à entendre le monde, en bon moraliste qu'il était. Alors qu'y a-t-il à entendre ? Eh bien, une sublime méditation, remarque Jacques Attali, sur la place des bruits dans les conflits humains, sur les dangers d'un écrasement de la fête et sur la menace d'une victoire assourdissante du silence. Donc le peintre annonce par là la bataille entre deux formes de socialisation, la norme et la fête, et il prophétise sans doute malgré lui l'évolution d'une certaine économie politique de la musique. Donc le carnaval illustre ici assez justement la façon dont le bruit se vit comme une expérience tout à la fois esthétique, symbolique et sociale. Alors le bruit, c'est un objet dissensuel par excellence. Dans la théorie de l'information, le bruit, c'est un parasite. C'est une agression contre le code qui structure le message. Et donc le bruit suppose des altérités, des conflits dans le registre du sensible. Et pourtant, je pense que dans ce temps suspendu où la fête a lieu, où la fête fait lieu, eh bien le bruit a ceci de fédérateur qu'il est, je le disais, cathartique et apotropaïque. Alors, ce bruit fédérateur, on le retrouve dans beaucoup de manifestations populaires, pas seulement les carnavals. Le stade du foot, par exemple, est le merveilleux exemple de la Vuvuzela, donc ce chant, littéralement ce chant field de Vuvuzela, qui donne lieu à un bourdon, à une note continue et assourdissante, avec des milliers de trompettes en plastique, qui reprennent la forme d'une corne de koudou, africaine, et qui servait originellement à manifester, à alerter, et donc appeler au ralliement. Donc c'est un instrument qui est une fonction sociale de ralliement. Alors, ce côté fédérateur de la musique, on le retrouve dans énormément d'exemples. On pourrait évoquer, bien sûr, la musique militaire dans les cérémonies officielles, mais aussi jadis pendant le combat. La musique servait à la transmission des ordres, elle servait aussi à intimider l'ennemi, et aussi elle était un emblème de force et de beauté morale. C'est intéressant d'ailleurs quand on voit l'instrumentarium de la musique militaire qui est assez proche en fait de l'instrumentarium carnavalesque en Belgique. Et d'ailleurs, chez nous, carnaval et marches militaires comme les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse sont finalement assez proches. Alors, il y a aussi ce bruit fédérateur qu'on peut retrouver dans les manifestations, où les manifestants trouvent toujours de quoi bruiter. Donc, par exemple, le fait de simplement taper sur des casseroles, une manière de se fédérer, de manifester ensemble. Alors, l'histoire de la musique montre de très beaux exemples de musique fédératrice. Je pense ici à la symphonie pour sirène de Arseny Avramov, qui avait été performée sur les bords de la mer Caspienne, à Bakou en 1922, à l'occasion du 5e anniversaire de la Révolution d'octobre. Donc c'est une œuvre qui avait pour vocation d'être jouée à l'extérieur, donc pas dans une salle de concert, et toute la ville devait participer, les usines, les sirènes, les avions, chœurs de militaires, donc toute la ville vraiment participait de cette œuvre globale, dont on voit ici le chef d'orchestre qui était perché sur une hauteur et qui, orchestrait cette pièce d'une échelle sans précédent.
Alors, ce côté fédérateur, on va bien sûr le retrouver dans tous les festivals, les concerts, les rave parties, donc tous ces aires d'expérience communes et circonscrites. Et puis, il y a évidemment, ce qui nous concerne aussi un peu plus ici, le jusqu'au boutisme des performances noise, qui rallie à la cause bruitiste tous les envoûtés d'une scène radicale et diversifiée. Alors, ce bruit fédérateur, on le retrouve aussi dans un autre type de performance qui me tient assez à cœur, parce qu'elles sont, à mon sens, assez significatives. Ce sont les cérémonies, les théâtres et orgies et mystères qu'Hermann Nietzsche va initier dès le début des années 70. Donc, j'imagine que vous connaissez un peu ce type de performance. Ce sont des espèces d'œuvres d'art totales, hein, Gesamtkunstwerk, donc un peu à la façon dans l'esprit du romantisme allemand. Et Hermann Nietzsche essaye à travers ces festivités, hein, on pourrait appeler ça des festivités, il essaye de créer une situation unique qui fasse rencontrer différentes formes d'art, la peinture, l'architecture, la musique, la performance, en vue d'une expérience unique et totale. Alors cela, ça ça atteint une sorte d'apogée le 3 août 1998, où il propose dans son château de Prinzendorf 6 jours et 6 nuits de jeu. C'est une succession de performances, de buffets. Quand on voit les quantités, par exemple, de litres de sang, de vin qui ont été réquisitionnés, c'est impressionnant. Il y a à peu près 1000 litres de sang animal, 13 000 litres de vin, 1 tonne de raisins et de tomates, 20 000 fleurs, 300 musiciens. Donc on est vraiment dans un truc totalement mégalo, absolument total. Et la musique était fort présente pendant ces performances, musique ou bruit, parce que Hermann Nietzsche est musicien, il a publié pas mal d'albums que je recommande vraiment, des symphonies qui sont absolument incroyables. Et eh bien, l'ambiance était à la fête pendant ces festivités du mois d'août 1998. Donc il y a fanfare populaire, on sonne les cloches, hein, on voit ici les cloches, hein, et j'ai évoqué tout à l'heure leur caractère profondément social. Et il y avait à peu près 300 musiciens, professionnels pour certains. Et puis pour d'autres, il s'agissait simplement de frapper des tambours, des plaques de métal, etc., pour faire une espèce de bruit absolument total. Euh, Par cette symphonie de bruit, l'œuvre de Nietzsche, profondément cathartique, hein, on le voit bien dans ces images, s'exprime tout entière dans sa nature dionysiaque. C'est vraiment un art de nature dionysiaque, hein, qui laisse la place au déchaînement frénétique des pulsions, la démesure, le cri, la violence primitive et l'extase. Alors, c'est très intéressant de voir que le bruit de musiciens et de non-musiciens participe de cette extase globale. Alors il y a un autre exemple que j'évoque, mais que je vais évoquer assez rapidement, c'est celui de Musica Elettronica Viva. Donc on est dans les années 60 en Italie. C'est un groupe incontournable de l'histoire des musiques improvisées, un véritable produit phare de son époque. Donc l'époque, c'est celle de la contre-culture, la libération du jazz, l'effervescence des musiques électroniques, et aussi ce fantasme, cette utopie d'un art non seulement pour tous, mais par tous. Un art de participation. Alors, c'est assez proche sous certains aspects de EMM que Mathieu a évoqué tout à l'heure. Et Musica Elettronica Viva, c'est largement laissé aller à une sorte d'insurrection sonore. L'instrumentarium est très inventif, c'est-à-dire qu'il y a des instruments, mais il y a aussi des instruments qui sont tout à fait improvisés, créés avec des micro-piézoélectriques, des plaques de verre, que sais-je, on amplifie tout ce qu'on peut trouver sous la main, une sorte de lutherie sauvage et spontanée. Et ça donnait lieu à un véritable tintamarre un peu assez proche de l'extrait que Mathieu a diffusé tout à l'heure. Et Alvin Curran, notamment, qui participe de ce regroupement, dira que dans l'euphorie de cette époque, nous pensions avoir réinventé la musique, mais sans aller jusque-là, nous la redécouvrions très certainement. Donc il s'agit vraiment pour eux d'aller à la source de la musique, hein, retrouver une sorte de musique primale et archaïque, en permettant aussi au public de participer à certaines de ces pièces, à certaines des performances. Donc c'est aussi le bruit de tout le monde qui est donné à entendre dans ce genre de performance participative. Donc la performance devait vraiment être le lieu d'une expression qui soit spontanée, immédiate et collective. Alors c'est forcément une vision assez utopiste du bruit de tout le monde. Donc c'est une visée qui est finalement assez moderne au sens où on l'entend dans les discours sur l'esthétique. Alors aujourd'hui, les choses ont un peu changé depuis les années 60. D'un côté, l'utopie moderne, donc celle par exemple d'un art
partout, cet art de participation. Cette utopie moderne s'est consumée dans une révolution vaine. On parle beaucoup de la faillite des utopies modernes, qui n'auraient pas dépassé les années 60-70. Et puis d'un autre côté, l'aspiration néo-avant-gardiste d'une créativité généralisée semblerait se vérifier aujourd'hui dans l'essor des pratiques amateurs, où tout le monde pourrait créer, diffuser, partager ses œuvres. Et ça, le milieu de la musique noise est assez significatif, révélateur pour cela. Il y a de plus en plus de créateurs, il y a de plus en plus de labels de ces musiques expérimentales. Et il y a un documentaire qui l'illustre assez bien pour certains aspects. Sur certains aspects, c'est le documentaire Fuck You de Dominique Lollet et Guy Marquinan, en compagnie du regretté Zbigniew Karkowski. C'est un documentaire qui témoigne de tribulations au sein de la scène expérimentale chinoise, avec Dixon Dee et bien d'autres dans ce reportage. Et c'est très intéressant parce qu'on a 3 occidentaux, on va dire, qui débarquent là-bas, qui rencontrent la scène chinoise, très orientale, et on a vraiment des visions très différentes, voire divergentes sur les enjeux de la musique qui s'opposent. Je vous invite vraiment à voir ce documentaire, mais on a presque d'un côté une vision très occidentale et de l'autre une vision orientale, ou d'un côté une vision moderniste et utopiste, révolutionnaire, politique, et de l'autre côté une vision post- ou hypermoderne, tout à fait relativiste et je m'en foutiste, donc fuck you. Finalement, quand on voit ce documentaire, le discours politique de la jeune génération de bruit qui exerce là-bas, c'est un discours politique qui peut se résumer à ça, fuck you. Donc il n'y a pas vraiment de contestation, il n'y a pas vraiment de discours politique. C'est simplement un bruit par agrément. Il me semble que cette tendance noise est ambivalente aujourd'hui. Elle est à la fois subversive et en même temps légitime et légitimée. La preuve, on fait aujourd'hui un colloque sur la question. Les institutions programment de la musique noise. Mais elle garde toujours son pouvoir dissensuel. Malgré bien cette généralisation, cette presque normalisation des pratiques bruitistes, hein, surtout depuis les années 90, donc, enfin 90, excusez-moi. Alors, il y a vraiment, donc, depuis que le bruitisme a quitté l'apanage, disons, des grands compositeurs de musique savante et qu'il est vraiment approprié et exercé par quiconque, hein, par vous, moi, n'importe qui, on est vraiment dans une phase d'individualisation de la pratique et de diversification de la pratique. Donc le bruitisme, les musiques noise sont aujourd'hui, à mon sens, vraiment l'expression d'une anomie, à savoir que chacun peut s'inviter à la fête. Et donc, je vais conclure par là, et conclure en revenant par là où j'avais commencé, en insistant vraiment sur cette nécessité, pour tous ceux qui veulent réfléchir, penser à ces questions de bruit, cette nécessité d'élargir le débat sur le bruit, sur l'insubordination noise, en l'enracinant dans une histoire bruitiste qui dépasse de loin les seuls avant-gardes historiques ou la seule néo-avant-garde et tout leur sillage, puisque le bruit, historiquement, est présent, hein, comme je l'ai montré, dans les manifestations folkloriques qui, de tout temps, ont su opposer 2 modes d'organisation antagoniques, mais sans doute complémentaires, la norme et la fête, donc l'apollinien, le dionysiaque, avec, je le disais, ce danger permanent d'un écrasement de la fête au bénéfice d'une victoire assourdissante du silence, du consensus. Donc le bruit comme pratique culturelle, qu'elle relève de l'avant-garde ou du folklore, reste, à mon sens, la réminiscence d'un désordre originel, d'une pulsion élémentaire, donc du carnaval au harsh noise. Le bruit exprime une sorte de volonté d'une expression en puissance, une expression cathartique, où le retour à une musique physique, une musique incarnée, devient l'objet de la pratique. Une pratique qui est moins attentive aux questions formelles, on le disait tout à l'heure, moins attentive aux questions formelles et conceptuelles qu'à sa valeur expérientielle et émotionnelle. Donc c'est une expression qui doit être vitaliste, cathartique, voire, je le disais, apotropaïque. Et à mon sens, le bruit doit toujours s'entendre dans ces termes comme une forme de célébration. Voilà, je vous remercie. On va pouvoir tous aller manger un bout. Merci beaucoup.